Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Je suis Bonsoir ravie à vous tous. et très intimidée de vous recevoir ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas un pinceau. Donc je vais vous présenter rapidement. Donc vous êtes né à La Réunion, au Tampon. Et en 1972, vous gagnez un concours organisé par l'ORTF. Et ce concours vous permet d'être journaliste à la station régionale de Saint-Denis de La Réunion. Et suite à ça, vous continuez vos études pour obtenir une maîtrise de droit, tout en travaillant. Ensuite, en 1976, vous venez en métropole et votre premier poste est à Orléans, donc FR3 Centre. C'est presque un retour aux sources pour vous ce soir. Et en 1978, vous réclamez de monter à Paris. Et donc jusqu'en 2013, vous travaillerez pour la rédaction nationale à France 3, en tant que présentatrice, ponctuellement pour le Soir 3, et puis surtout en tant que grand reporter au service politique international, avec pour spécialité, si on peut dire ça, l'Europe centrale et orientale, le Pakistan, l'Afghanistan, le Proche-Orient, les élections américaines, la Russie, enfin une bonne partie du monde. Vous avez donc couvert la plupart des conflits mondiaux. Et en 2013 jusqu'en 2019, vous avez été membre du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, vous continuez votre travail de journaliste en tant que chroniqueuse pour Midi Libre et la Dépêche du Midi. Et donc vous êtes femme d'image, bien sûr, mais également femme de plume, puisque vous avez écrit plusieurs livres. En 2007, Tête haute qui raconte un petit peu votre histoire. En 2009, Quand nous étions innocents, un amour franco-allemand, puisque vous vivez avec le journaliste allemand Lutz Krusch. Pardon, je fais d'allemand. J'aurais dû vous demander allemand. En 2010, Ils ont relevé la tête, des histoires qui nous aident à vivre. Donc le sous-titre dit bien votre intention. En 2012, Une vie peut en cacher une autre, toujours avec votre mari. En 2021, suite à ce qui aurait pu tourner au drame, Je n'ai pas su voir ni entendre, qui porte sur le problème du suicide d'un proche. En la même année, vous publiez un roman, Les Vulnérables, dont on aura l'occasion de parler. Et puis enfin, en 2023, Une journaliste ne devrait pas dire ça. Donc on va peut-être revenir au point de départ, c'est-à-dire à vos débuts dans le journalisme. Qu'est-ce qui a fait de vous d'abord une journaliste, ensuite une reporter, et puis plus particulièrement une reporter de guerre? Je vais tâcher de répondre sans être trop longue, mais d'abord, je voudrais vous remercier, mais très sincèrement, et c'est pas une punition de venir à Bourges. Bon, c'est vrai que maintenant, comme nous habitons plutôt dans le sud-ouest, du côté de Cap-Breton, qui est dans les Landes et pas en Bretagne, il faut monter, il faut aller à la gare, monter, etc. Mais moi, j'avais très envie de revenir voir Bourges. Évidemment, vous imaginez bien que je suis allée à la cathédrale. J'ai même rapporté là une bougie qui doit être là, par là. Oh, il ne faut pas qu'elle tombe. Parce que les créoles sont un peu superstitieux. Non, c'est pour de la famille à La Réunion, parce que figurez-vous que même si on vient d'un monde qui n'est pas le monde de la culture, dans ma famille, mais dans mon village, l'idée de la beauté fait partie de ce qui nous a aidés à vivre, qui nous aide à vivre. Et moi, je suis particulièrement, pas seulement flattée, mais émue, reconnaissante que des élus se déplacent. Vous avez du travail, vous avez vos vies personnelles. Et je ne serai jamais élu d'une ville, ça c'est sûr et certain, c'est trop dur ce que vous faites, mais que vous preniez du temps pour venir
et qu'on soit tous ensemble autour d'un sujet qui est consacré aux violences faites aux femmes, mais aussi au journalisme. Par les temps qui courent, c'est quand même très important, ça. On peut pas, c'est pas anodin, c'est en péril, tout ça, on le voit bien. On voit les vents mauvais qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il ne faut pas croire que tout est gagné pour toujours, hein, n'est-ce pas, madame de planning familial? Donc voilà, je fais partie de vous. Je fais partie de votre société, je fais partie des gens qui, en France, se battent en espérant que certains idéaux vont être sauvegardés, préservés. Et c'est vrai que lorsque j'avais 24 ans, je suis arrivée à Orléans. Pourquoi ? Parce que je voulais être une journaliste comme les autres ici. Et je me suis dit que si je reste à l'île de la Réunion, alors que j'avais gagné le concours, je vais m'étioler et je vais me retrouver dans les batailles créoles et ça va pas me faire avancer. Et puis moi, je me sens vraiment française. Vous allez constater dans ce que je vais dire tout à l'heure, je suis profondément créole, mais totalement, toutes les fibres de mon corps. Et plus le temps passe, plus je suis attachée à cette île de la Réunion, qui a des problématiques vraiment qui se répercutent ici. Hein. On a à peu près les mêmes problèmes quand même. Et je me sens vraiment française. Alors que je suis la fille d'un immigré, mon père était musulman, ma mère, c'est ce que j'ai raconté dans le premier livre, et surtout la fille de l'école. Moi, l'école, c'est vraiment mon dada. Et je ne peux pas m'en empêcher. Partout où je passe, je parle de l'école. C'est la pierre angulaire. Je ne serais pas devenue journaliste s'il n'y avait pas l'école. C'est bête à dire, mais dans ma génération, enfin nous, notre génération, vous, peut-être que pour vous, aller à l'école, si vous regardez nos biographies, peut-être que moi je suis un peu plus vieille que vous, mais aller à l'école, ici, ça allait de soi. Ma mère ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Mais elle a compris que l'école, c'était la bouée de sauvetage. Donc sur les 11 enfants qu'elle a eus, il y en a les deux dernières, ma dernière sœur et moi, on a pu aller à l'école. Mais aller à l'école, le ventre vide. Mais tellement on était pauvres. Et c'est pas une honte que d'être pauvre. Pas de cahier, pas de livre. Donc ce sont les enseignants qui nous ont fait croire qu'on valait quelque chose aussi. Moi, ma gratitude à l'égard des enseignants, mais elle est infinie. Je pense que dans les derniers moments de ma vie, si j'ai le temps de réfléchir, je leur dirai encore merci. Voilà comment je me suis retrouvée devant vous. Je n'ai pas fait de plan de calcul. Est-ce que je vais être journaliste, grand porteur, machin, etc. C'est petit à petit, ça s'est enchaîné. Et comme j'aime profondément cette profession de raconter, de témoigner, de parler, de dire ce que je vois, eh bien, il se trouve qu'il y a eu énormément d'événements mais matriciels dans les années 80, 90 surtout, 2000 aussi, que j'étais à la fête. C'est-à-dire un événement enchaîné l'autre. C'est vrai que mes reportages sont à l'Institut national de l'audiovisuel. Pas tous, parce qu'il n'y avait pas de dépôt légal jusqu'en 1995. Mais à l'INA, si on tape mon nom, il y a plus de 5000 références, ce qui est énorme. Et par rapport à d'autres chaînes, France 3 n'avait pas énormément de reporters, femmes en particulier. Et on me disait, mais tu as envie de partir? Mais évidemment, j'avais envie de partir. Et je partais. Donc j'ai fait plus de conflits que mes collègues de TF1 ou de France 2. J'ai beaucoup de bonnes copines comme Marine Jacquemin ou Patricia Lémonière que je revois dans des salons de livres, ou d'autres, des filles des femmes comme celle-là. Mais par la force des choses, comme il y avait moins de reporters disponibles à France 3, c'est vrai que j'ai couvert la majorité des conflits de toutes ces années qui vont, en gros, de 1980, quand je suis arrivée ici, avant c'était plutôt la locale et j'ai beaucoup appris sur le terrain, jusqu'en 2013. Le dernier grand conflit que j'ai couvert, c'était à Gaza, en novembre-décembre 2012. Et là, en revenant à Paris, je me suis dit, le système commence à clocher, parce que je voyais bien, que la guerre devenait essentiellement un moment de spectacle en télé. On n'expliquait plus trop, on ne s'attendait plus à ce qu'on explique ce qu'on avait sur le terrain, mais à montrer, et surtout si possible, des sujets qui allaient pouvoir émouvoir et pas forcément faire réfléchir. Ça m'a traversé l'esprit, mais je l'ai vraiment senti, on le sentait arriver. Hein. Mais là, on était en 2012, les chaînes dites d'info commençaient à être vraiment présentes. CNews n'était pas encore CNews, c'était encore iTélé, mais BFM était là, et BFM, au départ, commençait à se fourvoyer un peu. Mais on voyait bien que l'information, en tant que telle, est un bien qui allait devenir un bien comme un autre. Comme un autre. C'est ça le danger. Ça ne peut pas être un bien comme un autre, l'info.
C'est parce que on n'a plus à prouver aujourd'hui que l'impact social des médias est énorme sur la démocratie. On le voit, mais à ciel ouvert maintenant avec cette élection-là, mais on l'a vu aussi lors de l'élection de 2020 et l'élection de 2016 qui avait amené Donald Trump au pouvoir. Donc, oui, j'ai enjambé plein de problématiques, mais il y a un continuum dans mon histoire personnelle, mais qui rejoint ce qu'on a partagé ensemble, parce que c'est vrai que je suis venue chez vous, souvent, j'ai voulu raconter dans des livres, mais l'histoire pour moi, c'est que nous sommes dans une société qui est vraiment en danger, d'une certaine façon. Et en fait, ça paraît être un grand mot, mais non, mais c'est la démocratie, parce que la démocratie, c'est du quotidien. C'est comment on vit, comment le système judiciaire va pouvoir se maintenir, comment la politique ne va pas devenir une politique essentiellement avec quelqu'un qui arrive et qui joue un poker et qui gagne le pouvoir, qui l'emporte. On a dit que c'était le casse du siècle, 2017. Mais le casse, un casse avec la démocratie. Moi, je me situe dans cette optique-là. Mon boulot, il se situe là-dedans. Ce que je continue à écrire, c'est dans cette optique-là, mais en restant vraiment, parfois modeste, mais je regarde de ma place et je raconte. Mais je raconte en lien avec les gens. C'est pas du jus de crâne. Je fais pas du jus de crâne. Les journalistes, on appelle ça jus de crâne, parce qu'on peut écrire comme ça. Non, il faut aller voir les élus. Il faut aller voir les élus, il faut les écouter. Ça ne veut pas dire souscrire à ce qu'ils vont dire en totalité, mais écouter aussi. La presse locale. Je ne sais pas si ma consoeur du Berry a pu venir, mais oh, salut. On ne se connaît pas, on s'est parlé. Mais merci que la presse locale, régionale. C'est difficile, hein, la presse locale et régionale. Parce que si, je termine là, si on raconte, on fait un grand papier. Proche-Orient, Ukraine, vu d'ici. Je continue à en faire. Mais c'est moins périlleux que de faire un papier sur les travaux au centre-ville. Parce que là, elle va pouvoir être démentie. Il y a 10 personnes qui vont lui dire « c'est pas ça », qui vont écrire au journal, l'attaquer. C'est beaucoup plus rude. Et j'ai appris mon boulot comme ça à La Réunion, à Orléans, à Bourges notamment. Voilà, donc je n'ai pas de canevas plus élaboré que cela pour vous répondre, mais mon chemin, c'est celui-là. D'accord. Mais à vos débuts, je pense qu'il était rare de trouver des femmes qui partaient comme ça sur des zones de conflit. Est-ce que vous avez eu à combattre les réticences des rédactions, peut-être ? Et puis, en tant que femme sur des zones de conflit, quelle était votre position ? Est-ce que c'était plus facile ? Est-ce que c'était plus compliqué dans le quotidien des reportages ? Alors, au départ, c'est vrai qu'une femme qui allait faire un reportage sur des guerres, au sein des rédactions, c'est pas le public qui nous a posé problème. C'est qu'au sein des rédactions, pour nous, les femmes reporters, je fais partie vraiment de la première vague. Et à travailler jusqu'à donc 2013. Ce qui fait plus de 35 ans, vraiment, sur le terrain de ces pays en turbulence. Au départ, les réticences ne venaient pas de la société, qui était très intéressée d'avoir d'autres types de reportages, pas que expliquer c'est tel char, et telle arme, et telle munition. Ils s'en fichent de ça, les gens. Puis les armes changent. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le paysage de la guerre. Comment font d'autres gens qui ont comme nous 2 yeux, une tête, 2 jambes, comment ils se dépatouillent dans tout ça. Donc c'était ça surtout qu'on a traité. Et au départ, même dans les rédactions, il y avait un petit côté un peu condescendant. J'ai une chance formidable dans ma vie, c'est que je me fiche totalement de ce qu'on pense de moi. Mais vraiment totalement. Et si je ne m'étais pas comportée comme ça, je n'aurais pas fait 2 pas. Parce qu'on était des gens très stigmatisés dans notre famille, vu qu'on était pauvres, mon père frappait ma mère, on allait voler une mangue ou un poulet, franchement, c'est pas joyeux. Donc si vous partez dans la vie avec ça, que vous dites « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Mais c'est fichu. Alors à la rédaction, moi j'ai été blindée dans mon enfance, et donc quand à la rédaction on me disait « Ah, t'as un diplôme de droit, toi ? Tu as eu où ton diplôme de droit ?» Ben oui, les profs d'Aix-Marseille, à l'université de La Réunion, mon diplôme, mon pote, a autant de valeur que le tien. Et d'ailleurs, j'ai en tête 2 ou 3 journalistes qui se disaient, puisque je venais de La Réunion, j'avais forcément moins de qualité que... je leur ai prouvé le contraire. Mais pour ça, il ne suffit pas juste de se battre en criant. Il faut crier. Mais donner des preuves qu'on est capable de vous contrer. Il faut crier sur vos sujets, nos sujets. Là, il faut crier très fort sur les violences. Mais sur des sujets un peu de carrière ou de vie professionnelle,
les combattre sur le plan des compétences, c'est plus efficace, parce que ça leur embouche un coin, et pour longtemps. Donc, si vous voulez, comme je ne faisais pas attention à ce qu'ils pouvaient dire, et que les gens avaient l'air de penser que c'était plutôt intéressant, qu'à la rédaction, les responsables se disaient elle s'en sort, en plus elle ramène les équipes, et puis ils aiment travailler avec elle, ils travaillent qu'avec des hommes pendant la plupart du temps. C'est des frères d'armes. Donc, oui, je n'aurais pas fait un pas sans mes camarades. Et je dis le mot camarade à bon escient, hein, j'y pense. Oui, vous insistez beaucoup sur le fait que c'était un travail d'équipe. Totalement. Et j'imagine que ça l'est encore aujourd'hui. Totalement. Même si les moyens techniques ont évolué et la partie technique est peut-être moins lourde. Oui, mais j'ai rencontré quand même des collègues français et même d'autres. De temps en temps, je croise des Allemands, notamment. Comme mon mari est allemand, j'en le vois. Dans ces pays-là, il ne faut pas y aller tout seul. Où on peut travailler pour un média, mais on va s'arranger avec des collègues d'autres médias pour faire équipe et aller sur un événement dont on pense qu'il peut être intéressant, mais on pense aussi qu'il va être très dangereux, mais ne pas être tout seul. Tout seul, on va pas très loin. Hein. Les photographes ont tendance à aller tout seuls. D'abord, c'est un métier qui est très spécial dans la presse, mais photographe de guerre, le gars ou la fille a besoin d'avoir le cliché sur le sujet dont il sera le seul à apporter le document. Et malgré tout, vu les circonstances, vu déjà qu'il faut trouver une voiture pour se déplacer, donc on a tendance quand même à regrouper nos forces. J'ai fait beaucoup ça, moi, dans les Balkans, au moment de la guerre en Yougoslavie, parce que j'avais repéré, nous avions repéré notre équipe, un journaliste roumain qui connaissait particulièrement le terrain, entre la Serbie et le Kosovo. Il s'appelle Kalin Neachu. Il est à l'AFP. Et Kalin avait toujours de bonnes histoires parce qu'il connaissait bien le coin, mais il n'avait pas de bagnole. Donc on allait sur les coups ensemble, c'était très bien. Mais ça, je vous raconte un arrière-plan du journaliste, parce que souvent vous allez dire, mais comment... Comme il connaissait bien les lieux, il connaissait bien les gens, il connaissait bien le personnel politique, il connaissait bien la carte de géographie en particulier, il allait sur de très bons coups, il publiait une dépêche, à la rédaction, il lisait les dépêches. Mais est-ce que tu n'as pas cette... Je dis, mais si, on a le reportage. Forcément, on était ensemble. Voilà. Donc il faut conjuguer les efforts. Je crois profondément à la notion des efforts et de marcher en collectif. Surtout lorsque c'est dangereux. Dangereux sur le paysage de guerre, mais dangereux dans la société. Là, par exemple, par les temps qui courent, il ne faut pas rester tout seul. Il faut aller beaucoup avec les associations. Puis on a moins tendance à se décourager quand on est dans une association. C'est important, la question de l'association. Hein. Il y a 11 millions de bénévoles en France. Sans eux, le pays ne tiendrait pas. Je fais un peu de bénévolat de mon côté. Il y a un lycée vous êtes bien assis. Il y a un lycée qui porte mon nom à l'île de la Réunion. Donc, chaque jour, il y a lycée, machin, madame, machin, c'est moi. Et je vais de temps en temps dans les lycées. Je suis allée chez moi à La Réunion récemment, notamment dans ce lycée de notre collège. Je n'ai pas eu le temps de faire davantage. Mais les associations travaillent beaucoup maintenant aussi en lien avec les écoles. Parce que pour garder un lien civique par rapport aux élèves, je connais des professeurs, des enseignants qui tissent ce lien avec les associations de terrain et de quartier. Ça aide beaucoup. Sur les questions des violences faites aux femmes, oui. Le 8 octobre, à l'île de la Réunion, au CHU, il y a eu une nouvelle maison des femmes. C'est la première maison créée par le CHU et ils m'ont demandé d'être la marraine. Pensez oui. Bien, j'étais contente. Hein. J'étais contente parce que c'est un sujet que je connais bien et donc ils connaissent mon histoire. Et il faut travailler sur ces sujets-là. Vraiment, il ne faut pas lâcher. Hein. Je sais que vous ne lâcherez pas. Je le sais très bien. Et vous parliez de danger tout à l'heure. Donc vous avez assez souvent risqué votre vie. C'est des métiers dangereux, il ne faut pas se leurrer, bien sûr que c'est dangereux. Et vous êtes passé à 2 doigts d'un viol par Kadhafi, vous le racontez dans vos livres. Alors moi, j'aime moyennement, si on peut dire ça, m'étaler là-dessus. D'accord. Mais puisque aujourd'hui, c'est le 26, hier c'est le 25, que vous avez fait l'effort de venir, que vous êtes là, sans entrer dans les détails, parce que je l'ai écrit avec le plus de détails possible, surtout qu'arrivé à un certain âge, on se dit, pourvu que j'ai la mémoire encore pendant un moment, donc je vais le mettre par écrit. J'ai écrit 2 fois sur ce sujet. La première fois, dans le livre que j'ai
écrit avec mon mari, qui est donc mon co-auteur. Mais le texte, c'est un livre qui est sorti en 2009. Et à l'époque, ce salopard de Kadhafi était encore royalement installé au pouvoir en Libye. Et il avait beaucoup de soutien en France, hein, parce qu'il avait du gros argent, comme on dit, avec le pétrole, et ils achetaient notamment beaucoup d'armements. Il avait beaucoup de soutien, beaucoup de relais dans le personnel politique français. Droite et gauche, il ne faut pas se leurrer. Hein. Droite et gauche. Hein. Et donc, ce texte-là, Lattès, les éditions Lattès, qui appartiennent à Havas, avait fait relire par le service juridique, comme tous les livres, mais celui-là, ils l'ont caviardé. Donc, il en est resté un petit bout. Et puis, arrive 2011, quand Kadhafi est éliminé. Ce livre-là, donc, il a été publié en 2023. Et là, chez cet autre éditeur, j'ai pu le raconter, mais vraiment en détail. J'en ai pas parlé pendant des années et des années. Ça s'est passé en 84. Et la première fois où il y a eu déjà j'ai dû répondre à mon corps défendant, c'était en 2003, juste quelques jours avant d'aller en Irak. J'étais sur le plateau de C'est à vous avec Dorothée Oliéric et avec Michel Scott de TF1. C'était tard. Et c'était une émission de Fogiel qui s'appelait « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Et je ne sais pas où il a appris, mais en tout cas, lui a appris cette histoire. On était donc là en 2003. Ça s'était passé presque 30 ans avant. Pourquoi je n'ai pas parlé ? Parce que Kadhafi m'a dit en partant, ça j'oublierai jamais non plus, c'était dans l'embrasure de la porte, quand je lui ai dit si je raconte ce qui s'est passé. J'ai échappé parce que mon père était musulman, donc ça m'a sauvé. Hein. Je me suis souvenu d'un certain nombre de choses. Et je pense que seuls les neuroscientifiques pourraient expliquer comment je m'en suis sorti. Hein. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Il n'est pas allé vérifier. Ça, c'est le truc de ce que je lui ai dit. Mais toujours est-il, quand je lui ai dit, si je raconte à mes collègues, parce qu'on était 10, ils étaient 10 à l'hôtel qui m'attendaient. Certains sont encore vivants, hein, Philippe Rochaud, Christian Ballard, Bader, je pense qu'il est mort. Mais enfin bon, il y a un certain nombre de journalistes qui étaient là et je leur ai raconté. Mais je lui ai dit à Kadhafi, j'étais dans un état second. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si je raconte à mes collègues ? Il m'a regardé et il m'a dit, I kill you. C'est pas difficile à traduire. Il a marqué un silence, les mains dans les poches de sa veste militaire. I send somebody to kill you. Il a lâché très clairement, et je vous donne ma parole d'honneur, voilà, c'est là. Parce que c'est à peine croyable, cette histoire. J'envoie quelqu'un vous tuer. Or, il envoyait des commandos éliminer ses opposants. Hein. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mon fils Julien avait 5 ans, et Élodie avait 3 ans. Vous croyez qu'on rigole avec ça ? Je n'avais pas du tout envie de rigoler. Quand je suis reparti en Libye, au moment de la guerre, au moment où il a été assassiné, je pense d'ailleurs, on a été logés avec Salah Agrabi et Pierre Guény, le caméraman et le preneur de son, dans un lotissement qui abritait des Hollandais. Ils avaient pris la poudre d'escampette parce que c'était la guerre, et nous, il fallait trouver un toit où se loger, parce que sinon, on ne peut pas dormir dehors non plus. Il y a des hyènes partout. Donc, à tous égards, il y a toutes sortes de hyènes, d'ailleurs. Et là, il y avait des vrais islamistes qui avaient pris la relève hein, des hommes de Kadhafi. Et il y en avait un qui avait toujours un chapelet, comme ça, qui ne me regardait pas. Parce qu'après, on a su aussi que lui était en partie, et les islamistes qui avaient récupéré le pouvoir. Et Salah Agrabi, donc je pense qu'il parlait anglais, il n'a pas voulu parler en anglais, mais Salah Agrabi est un Tunisien, ce caméraman, et un Tunisien qui parle tous les dialectes, toutes les sortes de dialectes. Il parlait très bien le dialecte arabe libyen, et le gars, avec son chapelet, connaissait bien l'histoire, parce qu'il savait que c'est des Françaises, c'est qui cette Française. Il a dit à Salah, elle a bien fait de ne pas revenir, parce qu'elle ne serait pas rentrée vivante. Elle a bien fait de ne pas revenir, elle ne serait pas rentrée vivante. Voilà, ça, je savais. Et mon mari m'avait toujours dit, écoute, tu peux aller n'importe où, mais tu ne vas pas en Libye, tu ne retournes pas en Libye. Et j'ai bien fait de ne pas y retourner. Il me serait arrivé un truc banal, quoi, un accident. On aurait dit quoi ? Il ne faut pas être barjot ni parano. Ben non, elle a eu un accident. Il en arrive plein d'accidents, les journalistes. Voilà. Et oui. Pardon, j'étais un peu longue là-dessus, mais je n'ai pas donné de détails. Si vous avez envie de savoir. Tiens, elle est où la libraire ? Acheter un livre à la libraire, elle sera contente. Pauvre libraire.
Merci encore d'être là ce soir, parce que c'est vrai que les libraires font un boulot... là aussi, c'est quête civique. Donc voilà, je n'ai pas parlé de ça pendant des années. Et puis ça ne se faisait pas de parler du viol. Voilà. Il y avait un autre truc, hein, c'est que ça ne se faisait pas. Et je pense que dans les rédactions, même si certains subodoraient, parce que ça se murmure un peu, d'abord, on n'en parlait pas, mais parce que c'est pas un titre de gloire non plus. Mais c'est tellement lourd, le fardeau du viol, si en plus on ne vous croit pas. Ça fait trop mal. Voilà. Et si quelqu'un vient me dire, mais pourquoi un-tel parle tant d'années après? Mais bien sûr, un, on ne pouvait pas en parler, et deux, c'est tellement... Mais c'est effrayant de parler de ce sujet. C'est pour ça que la parole des personnes est précieuse. Il faut encourager les gens. Bien sûr qu'il pourrait avoir dans le lot des femmes qui accusent des hommes injustement. Ignominie totale. Hein. Bien sûr, on est d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour faire taire toutes les autres. Oui, mais vous dites également dans le livre que quand bien même vous auriez voulu témoigner des viols perpétrés pendant les conflits, ça n'intéressait pas tellement les rédactions. Ça n'intéressait pas la rédaction. D'abord, moi, je n'ai jamais fait de reportage sur les viols. Or, j'ai été en Bosnie. Ça ne passait pas la rampe. Le sujet sur les viols, il y a 10-12 ans, c'était un non-sujet. Pourtant, on savait que dans toutes les guerres, les viols sont évidemment commis. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les types se laissent aller. Et deuxièmement, c'est aussi une arme de guerre. Hein. Mais dans les rédactions, ça ne passait pas. Pourquoi ça ne passait pas aussi? Moi, je ne savais pas, à ce moment-là, qu'il y avait tant de viols ou de tentatives ou de... Les mots sont vilains, mais tous ces types qui plotent les filles dans les rédactions... je connaissais quelques histoires. Mais j'étais à mille lieues de penser que quelqu'un comme Poivre d'Arvor était un prédateur. J'étais dans des salons du livre avec lui, on a partagé des tables rondes, mais pas une seconde. Je ne le savais pas. Il y avait des gens qui devaient le savoir quand même de les rédactions. Ça ne sortait pas. Ça ne sortait. Je vous assure, je vous jure, en tout cas moi, je n'ai jamais eu connaissance de ces crimes. La justice va s'occuper de lui, hein. Mais je ne savais pas. Donc ça veut bien dire qu'il y avait un peu le bâillon là. Les journalistes n'en parlaient pas, les journalistes qui en avaient été victimes, il doit y avoir bien quelques témoins. C'était impossible. C'était impossible que dans cette hiérarchie de TF1, je les ai connus, moi, après, les patrons de TF1 qui venaient dans mon bureau quand je dossais ça. Hein. Ils avaient besoin toujours d'un truc, d'un billet, d'un papier, etc. Mais d'imaginer que ces hommes de pouvoir ont cautionné, ne serait-ce que par leur silence, c'est gravissime. Eux aussi, il faut les faire intervenir. Il y a les auteurs, et puis il y a les complices. Voilà. Mais je m'empresse de dire, chaque fois qu'on parle de ce sujet, à chaque fois, je m'empresse de souligner une chose, c'est qu'on n'y arrivera pas sans les hommes. On n'arrivera pas à casser cette mécanique sans le secours de nos frères. Nos frères. Voilà. On n'arrivera pas sans vous. Il faut que vous soyez là avec nous. Et c'est pas contre vous. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, notamment pour des hommes de la génération de mon fils, parce qu'ils ont peur que tout d'un coup, il y ait une plainte, et puis ils ne savent plus comment faire. Tout ça est remis en jeu. Mais si on joue franc jeu, ça va faciliter les choses. En tout cas, pas de viol. Non, pas de violence. C'est plus possible, il faut que ça s'arrête, ça. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. L'esclavage a pris fin à un moment donné dans nos pays. C'était énorme, l'esclavage, quand même. On a réussi à y mettre fin. Donc on y arrivera. Parole de réunionnaise. Oui. Mais il faut parler. Il faut crier. Hein. Oui. Là, il n'y a pas de doute. Hein. La jeune génération doit prendre le relais. Je pense que... voilà. Il faut les encourager. Mais je vous disais tout à l'heure, madame, on a un peu des monuments historiques. Mais... D'accord. Ouais, mais on n'est pas totalement écroulés non plus. Il faut encourager les jeunes. Mais merci d'ailleurs au Berry d'avoir participé à cet événement d'aujourd'hui, d'avoir donné asile à cette interview. Mais c'est un grand orchestre, tout ça. Hein. Chacun joue sa partition, j'en suis convaincu. Y compris par le témoignage. Hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Le témoignage, c'est tout. Hein. Et vous écrivez également dans le livre que lorsque vous avez pu rencontrer des femmes, ce qui n'était pas forcément évident sur des zones de conflit, si j'ai bien compris, surtout dans certains pays. C'est compliqué, je vous le confirme. Voilà, surtout dans certaines cultures. Voilà. Et les femmes elles-mêmes ne parlaient pas Non. des viols qu'elles subissaient. Non.
non. Donc Parce il fallait que deviner, il y a aussi c'est le encore pire regard que chez nous, parce qu'elles regardent l'autre. Et puis, si jamais ça se sait, mais elles sont exclues du groupe. Elles risquent encore plus que chez nous, parce que déjà, il y a eu une évolution du regard sur ce sujet. Mais quand même, on n'en est pas à l'Afghanistan, à l'Irak, à tous ces pays, y compris dans les Balkans. Vous êtes catalogués, à un moment donné. Puis il y a toujours cette petite question sournoise. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et moi, de mon enfance, je me souviens, notamment quand les maris battaient les femmes, ou quand il y avait une fille qui se faisait violer, qui avait un enfant qu'elle ne désirait pas, la question c'est, tu crois pas, elle a fait exprès, ou là? Tu ne crois pas qu'elle a fait un peu exprès, là? Ou crois pas, hein? Pourquoi son mari tape à elle, donc? Pourquoi son mari la frappe? C'est ça la question. Et puis, nous-mêmes, les femmes, nous sommes responsables aussi de ce qui se passe dans la société, nous aussi. Comment élevons-nous nos garçons? Qu'est-ce qu'on dit à nos garçons? Hein? Quand un collègue faisait des réflexions un peu graves, moi je les remettais en place. Pas à mon égard, hein, parce que j'ai jamais eu de problème vraiment avec des collègues. Peut-être qu'ils ont dû voir que ça ne marchait pas. J'ai pas eu de problème avec une fois, vite rembarré, mais j'ai pas eu de problème avec des collègues. C'est un milieu très masculin. Mais c'est arrivé qu'ils fassent des réflexions, une petite réflexion en passant. On en parle entre nous, fraternellement. Voilà. C'est là aussi, on ne laisse pas passer, il ne faut pas laisser passer. Pas être en guerre avec les hommes, hein. C'est pas, ça ne va pas, sauf à l'égard des prédateurs. Mais le gars qui transporte une vieille culture, etc., il faut expliquer aussi, il faut être pédagogue. Hein. Il ne faut pas qu'ils aient peur, les hommes. Parce que s'ils ont peur, c'est terminé. Ils ne vont plus parler, ils ne vont plus rien dire, ils ne vont plus oser, ils ne vont pas être solidaires. Non, mais il faut vraiment qu'ils soient solidaires de nous. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Et il n'y a pas de haine à votre égard. Et sans mes frères, je ne m'en serais jamais sortie. Voilà. C'est là où j'ai appris la fraternité. C'est dans ma famille. C'est dans ma famille que j'ai appris la fraternité. Et est-ce que le fait d'être une femme a pu vous aider aussi Mais bien sûr, mais évidemment. Ça a pu m'aider, par exemple, quand on était dans un champ de mines, il y a plusieurs... j'ai plusieurs cas en tête, mais je me souviens très bien... On était une équipe de... Alors, il y avait Romain, malheureusement, Romain Frouyoff était au volant. Romain a eu une crise cardiaque, il est mort. Mais il y a Robin Teboul qui était là. Il y avait le fixeur qui était là. Et on est tombé dans un champ de mines. C'était miné. Et c'était derrière Pristina, au Kosovo. Et les Serbes étaient en train de... Pardon, le mot est très vilain, nettoyer. Et de fait, ils étaient en train de nettoyer. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà... Le cheval était ventre à l'air, il avait pris un obus, les maisons autour, c'est un paysage apocalyptique. On a découvert, le regard a découvert comme ça, en panoramique. Mais si j'avais été un homme, le soldat, quand j'ai ouvert doucement la porte et j'ai levé les mains, je pense qu'il ne m'aurait pas épargné, si j'avais été un homme. Le fait d'être une femme, ça peut, surtout dans certains pays, ça peut amollir un peu. Hein. Et pareil, toujours dans ce contexte de guerre, la Yougoslavie, là c'était à Belgrade, c'était quelques temps après, on s'est fait arrêter sur l'autoroute parce qu'on avait le malheur de filmer les MiG-21 qui étaient alignés sur l'autoroute. Et c'était bête parce que les MiG avaient été déménagés de l'aéroport sur l'autoroute, comme si les Américains notamment ne voyaient pas au moment de cette guerre de 99. Et là, il y avait une équipe de militaires, et moi je me souviens très bien des regards des gens. J'oublie pas les regards. Il y avait un jeune pilote, et ils avaient tous des calaches, ils nous ont fait... J'étais avec Naïda Nakad, peut-être que les plus anciens d'entre vous se souviennent de cette reporter de France, de TF1. Et ils nous ont fait nous aligner contre la balustrade, dos au mur, comme ça. Je me suis retourné, je lui ai dit, mais moi je ne suis pas en guerre contre vous. J'ai un fils, il avait 19 ans. Je lui ai dit, j'ai un fils, j'ai une famille, moi. Je ne suis pas en guerre contre vous, moi, monsieur. Ça, Romain Frouyoff, on dit qu'il ne faut pas faire parler les morts, mais Romain Frouyoff m'a dit après, Mémo, tu nous as sauvés. Oui, tant qu'à faire. Pourquoi le gars nous en voulait? Parce que la France, bombardée dans le cadre de l'OTAN, aux côtés des Américains, des Anglais, etc. Sauf que la France, c'est un pays particulier pour les Serbes, c'est qu'on avait fait la guerre ensemble, notamment avec le grand François Despéré, pendant la guerre des Dardanelles. Donc on était des traîtres. Puis on venait les bombarder, ils avaient de la famille. Ils avaient de la famille qui se faisait assassiner sous les bombes, il n'y a pas d'autre mot. Et on était des Français, on faisait partie. Donc on était, surtout pour des Serbes, hein. Là, ils ne voyaient plus la carte de presse, la caméra, le matériel, s'en fichaient. C'est qu'on était des traîtres. On méritait bien, nous aussi, une bonne punition. Et la punition, là, elle aurait été radicale. Mais là, ça a aidé.
Et le fait que J'étais vous soyez une mère. voilà. J'étais plus une journaliste. Là. Je me suis retournée, je lui ai dit, j'ai un fils de 19 ans, j'ai une fille, j'ai mon mari, j'ai une famille. J'étais plus une journaliste. J'étais une femme avec une famille. Donc ça a aidé. J'ai plein d'autres cas comme ça. Ouais. Dans les pays arabes aussi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, mais il fallait... J'étais un peu traîtresse, mesdames. Certaines fois, il ne fallait pas regarder ces types-là dans les yeux. On dit qu'il ne faut pas regarder les chats, les chiens dans les yeux. Ben là, ok, d'accord, j'ai mis mon grand voile. Mais c'était encore Salah Grabi qui était là, notamment sur un des coups, c'était vraiment un peu dangereux. Parce qu'il y avait des armes partout. Ça aide si... mais il ne faut pas être ambigu. Il ne faut pas être dans le rôle de la femme qui va séduire, avec un petit regard comme ça. Non, ça non. Parce que là, vous envoyez un message erroné, ce qui risque de vous coûter très cher. Et ça a failli coûter très cher à ma collègue Caroline Sins. Il ne faut pas donner juste l'idée qu'on pourrait que... Non, non. Je suis une femme, mais je suis plutôt une mère. Une mère, il respecte. Oui. Il faut biaiser un peu. C'est triste, hein. Mais vous avez essuyé les critiques, y compris des chauffeurs de taxi qui se demandaient ce que vous faisiez loin de... Oui, ça c'était au Pakistan, c'est à Islamabad. Oui. D'abord, il trouvait que mon voile n'était pas assez bien mis. Et deuxièmement, il m'a dit « Which religion are you, madame ?» De quelle religion est-ce que vous êtes, madame ? Il ne faut pas mentir. Parce qu'ils savent très bien si vous mentez. Et il avait vu mon nom, ils savaient parce qu'ils avaient la liste des noms, ils avaient transporté le taxi qu'on a réservé. Donc je lui ai raconté un peu mon itinéraire, mon père musulman, ma mère chrétienne, etc. Et ça ne passait pas. Il m'a dit que vous êtes toujours musulmane. Vous êtes toujours musulmane. Je n'allais pas me lancer dans un débat comme ça, chauffeur de taxi à Islamabad. Mais j'ai connu la même chose aussi avec... Là, c'était encore plus grave. C'était avec un avocat qui travaillait pour Saddam Hussein et qui, là aussi, m'avait... c'est une véritable injonction. Vous devez être musulmane. Vous devez redevenir musulmane. Vous l'avez été, vous serez toujours musulmane. C'est que les types vous donnent des ordres. Voilà. Ils décident pour vous. Il ne faut pas se lancer dans des... C'est un combat illégal, perdu d'avance. Il ne faut pas se lancer dans un combat comme ça avec eux. Il ne faut pas mentir, mais jusqu'à une limite. Et puis après, ouais. Et vous avez toujours respecté le port du voile Ah, toujours. Ah, toujours. Je suis chez eux. Déjà pour nous prémunir contre un imbécile qui arriverait à nous donner un coup de couteau dans le dos. Et je l'ai fait la plupart du temps aussi pour mes équipes, parce que le preneur de son a le casque sur les oreilles, donc il n'entend rien si quelqu'un arrive, etc. Le JRI, le journaliste reporter d'image, a un œil fermé, un œil dans la caméra. On devient très modeste, hein, on devient très humble dans ces endroits-là, parce que surtout si on songe échapper au danger, les dangers partout. Ne pas trop se faire remarquer, il faut être plutôt passe-muraille à ces endroits-là. Il ne faut pas arriver dans un jean moulant non plus, parce que ce n'est pas leur culture. Là-dessus, je suis prête à faire des concessions quand je suis dans les pays concernés. Ici, non. Sans aucune nuance. Ici, c'est la laïcité. Ici, on se conduit comme ça. C'est notre code de conduite. C'est notre manière de vivre. On ne va pas faire des transactions sur ce sujet en mesurant, en amoindrissant au fur et à mesure. Non, non. Si le compas passe là, et c'est comme ça qu'il passe le compas. Voilà. Il n'y a pas de... Je ne fais pas de provocation. J'espère respecter. Par contre, si une fille se faisait attaquer, une fille ou une femme se faisait attaquer dans le métro parce qu'elle porte le voile, je pense que là, je ferais partie de ceux qui interviendraient. Ouais. Bien sûr. Je pense que je le ferais. Je sais que ça peut être dangereux, mais je pense qu'avec le caractère que j'ai, je ne pourrais pas supporter. D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le TGV qui remonte un type qui a insulté une fille. Voilà, c'est la solidarité. C'est ma conception. Hein. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, hein, mes amis. Moi, voilà. Chez nous, c'est comme ça. Et chez nous, à La Réunion, ça se passe plutôt bien avec la laïcité. Malgré toutes les religions, les gens croient beaucoup. Mais c'est plutôt culturel que cultuel, si on pouvait dire les choses comme ça. Les gens croient aux esprits, aux arbres, aux fleurs, aux cygnes. C'est un univers magique, plutôt, cette place de l'océan Indien. Moi, j'ai un frère qui est musulman. Il est, à mon avis, il va de moins en moins à la mosquée, hein, parce que je suis allé le voir en octobre. Voilà. Mais lui, il n'a pas été baptisé. Voilà. Lui, au moins, il n'a pas été baptisé. Je sais qu'avec mon père, il est allé à la mosquée.
Mais on ne parle jamais des histoires d'Allah et de Jésus-Christ. Enfin, ce n'est pas le sujet. Il ne m'a jamais donné une leçon. En revanche, un jour, je me souviens, je suis allée dans une école, une classe de CE1 à Annonay, en Ardèche. L'institut s'appelait Julie, et je ne l'oublierai jamais. Et l'institut m'avait invité à venir dans sa classe, où il y avait plusieurs niveaux de classe. C'est l'école Jean Moulin, en plus ça ne s'oublie pas, non pareil. Et elle m'a dit, racontez un peu votre enfance, que vous étiez une famille où tout le monde n'avait pas la même religion. Oui, j'ai raconté. Donc j'ai sorti devant les gamins, des petits gamins, CE1, CE2, que moi je mangeais du porc et que mon frère, Mahmoud, ne mangeait pas de porc. Alors d'abord j'ai entendu une clameur dans la salle. Bon, moi je mange du porc. Il y a beaucoup d'enfants turcs. Peut-être qu'il y a des enfants, des personnes turques ici ou des personnes de culture musulmane. Je ne suis pas là en train de stigmatiser. C'est pas le sujet. Pas de stigmatisation non plus. Mais vous voyez comment ça commence petit dans la tête des enfants. Quelqu'un qui mange du porc, c'est quelqu'un qui... Ça va pas. Ça va pas du tout. Et le frère lui dit, ok, c'est bien. Bon. Après, il y avait... ce sont des sujets vus. Oui, je suis désolée, je suis en train de casser votre questionnaire, ma pauvre Brigitte. Mais l'autre sujet qui m'avait interloqué, mais ça fait référence à l'école. C'est pour ça que l'école est tellement à protéger. Il y avait des petites, je répète, c'est des enfants de CE1, CE2, qui mettaient des jupes, elles se faisaient houspiller par d'autres gamins parce qu'elles portaient des jupes. Mais c'est véridique, hein. École élémentaire, Jean Moulin, Annonay en Ardèche, l'institut s'appelait Julie. Donc si Julie ne travaille plus, ça m'étonnerait parce qu'elle était quand même jeune, Julie. Et elle m'a remercié après en me disant, mais il y avait un avant, un après le passage de Mémona. J'étais contente parce que là, elle a pu faire décoincer cette fameuse question de la laïcité. On retrouve toujours ce sujet de la laïcité. Plus que jamais, ça traverse mes livres. Pourquoi ? Parce que ça a traversé ma vie. Mais c'est de la laïcité du terrain, là. Hein. Oui. Là, on comprend. Hein. Si on ne peut plus porter une jupe, bah dis donc, ça va pas. Hein. On va sortir toutes nos jupes. Hein. Donc avec la laïcité, le débat et l'éducation, quoi. Oui. L'importance de l'éducation. Oui. Faut pas toucher aux enseignants. Je dis souvent, bien sûr que dans les enseignants, parmi les enseignants, c'est comme parmi les, je sais pas moi, les techniciens, les vétérinaires, les infirmières. Bien sûr, il y a des gens qui font plus ou moins bien leur boulot, mais il faut être solidaire des enseignants, vraiment, qu'ils ne se sentent pas seuls. Et dès que je trouve un enseignant, une enseignante, je le dis à chaque fois, on doit être à leur côté. Parce que c'est eux qui sont maintenant. C'est là le mur des fédérés aujourd'hui. C'est là. C'est l'école. Et ce sont eux qui font l'éducation aux médias. Oui, mais ils n'ont pas été formés à ça la plupart du temps. Ils vont de leur mieux, les enseignants. Dans la jeune génération, évidemment, ils sont beaucoup plus aptes que dans ma génération, forcément, des enseignants. Donc moi, c'est mon métier, donc c'est un peu plus... on peut l'appréhender, ce sujet. Mais demander aux enseignants de tout faire... c'est vraiment, véritablement une corde raide pour eux. Hein. Et puis, il faut leur donner les moyens, parce que l'éducation aux médias, ça ne se fait pas avec 3 bouts de ficelle. Bien sûr, on peut commencer en disant, un média, c'est quoi ? C'est une étiquette, j'ai un paquet de bonbons. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ben ça, il faut apprendre à lire l'étiquette. C'est un média, une étiquette. Bon, après, si on regarde les médias tels que le flot d'images qui arrive aujourd'hui, ben là, il faut être armé. Hein. Et personne n'est assez armé pour ça. On tombe tous, même les professionnels aguerris. Et vous êtes administratrice d'une association qui s'appelle Reporters d'Espoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors je suis membre du conseil d'administration de Reporters d'Espoir, qui est une association qui existe depuis 20 ans. Et cette association est basée sur... D'abord, elle a été beaucoup aidée et pilotée par Stéphane Hessel. Ça vous dit quelque chose ? Hein ? Bien sûr, ça vous dit quelque chose, parce que ça fait partie de vos engagements aussi. Mais Stéphane Hessel, c'est un ancien ambassadeur. D'abord, c'était un résistant. Et il avait fait un petit opuscule avec un journaliste qui s'appelle Gilles Van der Potten. Gilles Van der Potten était la tête de Reporters d'Espoir. Et l'idée qu'on travaille avec d'autres, hein, travail d'équipe toujours, c'est d'arriver à un journalisme de solution aussi. C'est pas que un journalisme d'indignation ou qui irait dans le sens du poil. Or,
travailler sur de l'émotion seulement. C'est de trouver des solutions. Il y a des solutions de la société. Donc c'est vrai que j'ai montré tant d'images de guerre, et alors? D'ailleurs, aujourd'hui, si j'avais 25 ans, 30 ans, je me consacrerais plutôt à des sujets de société chez nous. Il y a énormément de sujets de société chez nous. L'écologie, ça va de soi, là. Voilà. Et quel est votre souvenir le plus marquant sur ces 30 années de reportage de guerre? J'en ai vraiment beaucoup. Ça dépend de la couleur des jours. Je revois, moi, très souvent, je repense à des gens qui nous ont aidés. Ce qui me reste beaucoup en tête, c'est cette capacité des gens humbles, des gens ordinaires, mais avec vraiment tout le respect qu'on peut mettre à ce mot vilain de ordinaire, à devenir vraiment des héros, à résister. Ça c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Et des hommes et des femmes résistants, vous avez dû en rencontrer beaucoup. Oui. C'est pas marqué sur la figure, mais à les écouter, à regarder, se renseigner un peu sur eux, bien sûr. Et des gens pas préparés à ça. Il n'y a pas une école de l'héroïsme. Hein. Il peut y avoir un terreau dans les familles qui éduquent, qui préparent, qui font en sorte que les générations d'après se souviennent de ce qu'il y a eu avant, des leçons à retenir aussi. Il y a aussi des leçons à retenir de l'histoire. C'est pour ça que cette période actuelle doit mobiliser l'attention des gens qui ont de l'expérience aussi pour porter témoignage et pour dire stop, attention, on ne peut pas laisser passer, c'est pas anodin. Quand on regarde le paysage politique français, quand on regarde notre propre paysage politique, pour les gens qui ont mon âge, hein, moi je suis en 52, donc oui, moi j'ai eu 20 ans en 1972, c'était bien les années planning familial, quand même. Hein. Après, on a cru que la guerre était gagnée, cette guerre-là. On a baissé pavillon. Et voilà, donc ces sujets ne sont pas partis. Je crois profondément au lien intergénérationnel. Je crois profondément à la transmission. Et ça aiderait à débusquer quantité de vieux démons qui sont dans les parages. Faire attention, ne pas prendre pour argent comptant, se renseigner, confronter les sources, ne pas croire que puisqu'on regarde telle chaîne, tel jour, et puis demain je la regarderai à nouveau, et puis après-demain je la regarderai, et puis le mec qui présente l'émission est tellement sympa, il commence à avoir une très grosse tête aussi d'ailleurs, parce qu'il capitalise sur le taux d'écoute de mon attention. Hein, confronter les sources, rester dans la société, se parler, se voir, aller à des fêtes ensemble, aller à des... là, comme ça. Mais vous vous rendez compte, c'est précieux aujourd'hui, ça. C'est précieux un moment comme ça ensemble. Puis j'ai assez parlé, j'espère vous entendre maintenant. Oui, si quelqu'un veut poser des questions. Merci. Alors... Merci. Aucune question, tout a été dit. C'est mon billet d'excuse, ça. Pourquoi je suis partie? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui. Oui, alors juste pour un peu d'état d'atmosphère, je suis jurassien. Ah, voilà. Nul n'est parfait. Tout le monde le sait maintenant. Oui. Oui, alors vous savez, le Jura, c'est un département extrêmement féministe. Il y a Dominique Voynet aussi qui est là-bas. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais est-ce que vous savez que c'est le seul département où tous les sénateurs sont des femmes? Non, je ne savais pas. 3 femmes sont sénateurs du Jura. Donc vous voyez, il y a quand même des motifs d'espoir, même dans les départements les plus reculés. Et les montagnards, hein, on leur prête une mentalité peu fermée. Ouais. C'est pas du tout le cas, vous voyez. Très intéressant. Hein. Voilà. Dole, c'est dans le Jura, ça? Oui, tout à fait. C'est oui, ça, oui. C'est la ville la plus importante. Oui. C'est pas le chef-lieu. Le chef-lieu, c'est Lons-le-Saunier, mais Dole, c'est la ville la et plus importante. Pontarlier, c'est pas... Alors, Pontarlier, c'est limitrophe, c'est dans le département du Doubs. Ouais. Voilà. Très beau département aussi. Hein. Alors, et donc? Ah ben, c'était une introduction. Ah ben merci. Mais on est contente déjà d'apprendre ça. Non, mais c'est vrai.
Là aussi, ça fait changer la société, le fait d'avoir des élus. Mais le fait d'avoir eu des femmes reporters, ça, je pense que ça a montré aussi qu'on pouvait faire le job et qu'après, il y a eu peut-être plus de filles qui ont envie de... Un autre motif aussi de satisfaction pour vous, il n'y a pas longtemps, je feuilletais le bulletin municipal de la petite ville de Moiran en Montagne. Ah oui, c'est connu ce nom. Voilà, et j'avais sous les yeux le conseil municipal de 1972. Ah, Il n'y avait pas une femme. ah ben non. Et aujourd'hui, elles sont majoritaires au conseil. Vous voyez, comme quoi, on fait avant. Voilà, c'est pas pour effacer les hommes, mais après, il arrive un moment, je pense, où dans la société, ce sera admis que les unes peuvent être aussi incompétentes. Mais pour l'instant, si elles y arrivent, c'est parce qu'elles sont probablement plus compétentes. On le dit souvent, ça. Voilà. Mais ça arrivera. Vous voyez, il y a des professions qui sont très féminisées maintenant. Je ne parle pas de journalistes, mais chez les vétérinaires. Chez les vétérinaires, 70% des vétérinaires sont des femmes. Oui, c'est des professions de soins aussi. D'ailleurs, vous me donnez une idée là, parce que j'étais chez mon éditeur ce matin. C'est vrai? Oui, parce que ça répare. Ça répare. Et les animaux réparent. Ils aident à réparer. Oui, profession de soins. Merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je m'appelle Yael et en fait, je suis originaire de l'île de la Réunion et mes parents aussi. C'est vrai. Oui. De quel côté? The Léo. Ma maman, c'est Sainte-Suzanne et mon papa, c'est Saint-Pierre. Ah oui, Saint-Pierre. Saint-Pierre et Sainte-Suzanne. Ah oui. Alors, Saint-Pierre, c'est dans le sud. Et Sainte-Suzanne, c'est dans le l'est. nord. Voilà. Enfin, c'est dans le nord-est. Voilà, nord-est, disons. Et du coup, je me demandais si justement aussi le fait de venir à la Réunion, venir en Hexagone, pardon, à cette époque où vous êtes venu donc pour la première fois en 1976, où il y avait un climat assez compliqué, notamment avec l'histoire du Bumidum qui a suivi jusqu'en 1981. Est-ce que vos origines, la Réunion, ça vous a donné aussi une force pour vous imposer un peu dans le métier? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Bumidum, c'était à l'époque des années 60 un organisme qui organisait la migration de l'outre-mer vers la France métropolitaine. Il y a eu une dérive célèbre, les enfants de la Creuse. Hein, voilà, ça, vous le savez. Mais ma sœur, par exemple, elle est venue par le Bumidum comme aide-soignante à Clermont-Ferrand. Moi, ça n'a pas été le cas, puisque j'avais déjà un contrat avec, à l'époque, ça s'appelait FR3, même pas France 3, ça s'appelait FR3. Donc, il y a eu transposition de mon contrat. La seule chose, c'est qu'à La Réunion, je gagnais un salaire confortable, et arrivé ici, à Orléans, mon salaire a été coupé par 2. Hein. Donc, ça, c'était le problème. Est-ce que ça m'a donné de la force? Alors, ça, c'est une chose que je dis souvent dans les écoles. Avec le contexte réunionnais, berrichon, tout ce que vous voulez. C'est de la palissade, hein, mais il faut vraiment le dire, et ça m'a aidé. Il faut être vraiment soi-même. C'est pas simple. C'est pas simple à 20 ans. À 45, 50, on ose davantage. Mais être soi-même, c'est plus facile, parce que d'abord, ça évite de mentir, ça évite trop de contorsions, ça demande plus de temps peut-être pour trouver... une place pour vous accueillir, mais en tout cas, je pense qu'il faut avancer, il ne faut pas avancer trop masqué. C'était plus compliqué à mon époque, pour une raison simple, c'est que la France était quand même plus homogène dans son apparence. Moi, comme je suis blanchâtre, ça passait. Si j'avais été noire, ou de la couleur de ma sœur aînée et de mes frères, la plupart de mes frères, ça aurait posé un problème. Je pense, parce que c'était pas simple. Hein. C'est pas que les Français sont plus racistes que les autres, mais ils n'étaient pas habitués. En revanche, là où mon nom a posé problème, mon nom c'est Memona, c'est mon prénom, un prénom indien, et mon nom de jeune fille, avec un suffixe très, très banal en Inde, c'est le suffixe Ji. Mon père s'appelait Afidji, comme il y a des Kadji, Omarji, Simji, voilà. Et j'ai reçu en effet une lettre à France 3, c'était Bernard Nicot, le rédacteur en chef, et la lettre était sur un papier quadrillé. J'ai raconté d'ailleurs dans Tête Haute ça. Et la lettre disait « Mais qu'est-ce que vous faites ici Vous venez prendre le travail des Français. Et puis votre accent. » Moi,
je l'ai pris pour un imbécile, vraiment. Ça m'a sauvé. Parce que si j'avais laissé entrer dans ma tête que j'étais en effet un imposteur, que j'avais un accent coupé au couteau, je l'ai toujours d'ailleurs, ça ne me gêne pas, ça gêne quelqu'un. Dans les Landes, ils ont leur accent et moi j'ai mon accent. Voilà. Ici, vous avez l'accent peut-être, non? Je ne sais pas. Mais on s'en fiche de cette histoire d'accent. Et puis cheminer, voilà, j'ai un accent, quelqu'un n'a pas d'accent, ben, j'ai un accent, voilà. Et le sujet, c'est quoi? Bon. Ça posait un problème avec mon nom. Ça a posé mon problème avec mon nom, mais ça m'a pas. C'est revenu des années plus tard où je me suis dit quand même, c'était pas terrible. Là. Mais je ne peux pas non plus incriminer tous les gens de la région centre parce qu'il y a un imbécile qui m'a écrit. Moi, je vais pas dire, ben non, mais c'est pas la faute des gens. Moi, j'avais pas de problème avec les gens. Quand j'allais chez les gens, ils me recevaient. Même à Chartres, même en Eure-et-Loire, où les techniciens me disaient, tu vas voir, ils vont jamais t'inviter à boire un café en Eure-et-Loire. Ils m'ont ouvert la porte et m'ont invité à prendre un café. J'ai dit, vous avez vu? Hein? Ils m'appelaient l'oiseau des îles. Je m'en fichais. Aujourd'hui, on pourrait dire, c'est discriminant, on t'appelle l'oiseau des îles. Mais je m'en fiche, je peux m'appeler l'oiseau des îles. Ça ne me fait ni froid, ni chaud. Ni froid, ni chaud. Voilà. Il faut naviguer voilà, avec ce qu'on a. En tout cas, moi, c'est ma technique. Mais c'est une technique, je pense que c'est le fait d'en avoir tellement vu dans mon enfance. C'est vraiment, je suis partie, c'était dur, hein. C'était dur. Et la pauvreté, surtout, a été une école terrifiante. La pauvreté et aussi le fait d'être un enfant avec un père musulman, une mère blanche, parce que chez nous, vous savez peut-être, vous connaissez la Réunion, j'espère que vous êtes bon. La question des couleurs, aujourd'hui, ça s'est aplani. Pourquoi? Grâce à l'école, où à l'école, le gars qui est noir, il va être plus fort que vous en maths, vous le respectez après, ça calme bien. Mais c'était pas encore comme ça dans mon enfance quand j'ai évolué. Et donc il y avait la stigmatisation, par exemple, au moment des fêtes religieuses, au mois de mai, il y avait plein de fêtes, plein de défilés, de cortèges, la Vierge qu'on portait comme ça dans le village. Et moi j'ai été baptisée, j'avais 7 ans. Et donc j'étais une vraie catho. Et au moment des fêtes, le prêtre ne s'arrêtait pas devant chez nous parce qu'on n'était pas de vrais cathos. Là aussi, ça m'a ouvert les yeux. Hein. Ah, on n'est pas comme les autres. Donc ça vous apprend la différence, ce que peut être la discrimination quand elle est ressentie. Quand même, on n'est pas comme les autres. Elle s'arrêtait là et là, mais pas là, pas devant notre case. Moi, ça m'a meurtri. Hein. Donc j'avais déjà tout ça dans le bagage. Après, même pas mal. Mais quand même, je dois dire que j'ai été très bien accueillie à la rédaction de France 3. Et c'était comme à l'époque, c'était un peu plus folklorique que maintenant, parce que les gars qui étaient chauffeurs, le matériel n'était pas le même, donc il fallait avoir un chauffeur. Le gars qui était chauffeur, je me souviens, il s'appelait Carteron, il était berrichon, et Carteron n'était pas plus raciste que quelqu'un d'autre. Et bon, il ne comprenait pas des trucs, je lui expliquais, et à parler, à expliquer, on arrive à éroder un peu les incompréhensions ou les réflexions qui peuvent être maladroites, pas méchantes, mais maladroites. C'est à nous aussi, moi je pense que c'est à nous aussi de faire avancer le schmilblick. C'est vraiment à nous aussi, c'est 50-50. Après, il y a un moment où on dit non, stop. On rejoint les sujets de tout à l'heure. Hein, mais tous ces sujets de société, on est dans une société très... les élus connaissent la société bien mieux que moi, parce qu'ils sont immergés matin, midi, soir. Vous y êtes, vous y êtes là. Mais je me déplace suffisamment en France, notamment sur des festivals du livre, etc. Et je peux appréhender les choses. Je trouve quand même que la société est devenue beaucoup plus peureuse que lorsque j'étais ici. Lorsque je suis venu pour le premier festival, le premier Bourges en 1977, je crois que 3/4 des gens n'étaient pas de ce monde. Mais c'était pas la même société. C'était pas la même société. Maintenant, les gens ont... Mais ça a changé visuellement. Hein. Tout à l'heure, j'ai pris un bout de bus entre la gare et la place Planchat. Et à un moment donné, je me suis retournée. Je me suis dit, c'est pas 1977, là. C'est vrai. Ça a changé. Il faut apprendre à vivre ensemble. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça, maintenant. Le paysage est comme ça. Hein? Après, il faut que tout le monde marche un peu sur la même longueur d'onde. Sur les questions essentielles, si on marche ensemble, il n'y aura pas de problème. Sur les questions essentielles, sur les questions de laïcité, de république, l'école, respecter les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, le personnel soignant. Si là-dessus, on est d'accord sur le contrat social,
Mais au bout d'un moment, même si on a une tête comme ci, une tête comme ça, comme chez nous à La Réunion, mais vous finissez par vous faire accepter. On finit par se faire accepter. Voilà. Il faut nous montrer sous le meilleur jour aussi, peut-être. Voilà. Je pense Oui, que super. quand même il y a un effort de chacun. Merci. Oui, moi je voudrais revenir sur, vous avez évoqué tout à l'heure Reporter d'espoir, Oui. et donc et vous avez évoqué aussi le journalisme, la presse locale. Je trouve que ça serait intéressant que vous puissiez développer un petit peu justement autour de la difficulté pour les journalistes quelquefois d'évoquer justement des choses porteuses d'espérance, de s'éloigner du fait divers et qui vont toujours très bien, pour apporter autre chose, mais pas simplement pour égayer le paysage, mais aussi parce que c'est la réalité, les articles de Reporter d'espoir et puis aussi heureusement d'autres articles qu'on peut trouver. Mais il y a une difficulté, c'est plus difficile, ça demande plus de temps parce que ça fait moins de bruit, quelque chose qui se construit, et donc il faut l'écrire, ça demande un certain savoir-faire. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose là-dessus ? Mais là aussi, quand même, c'est pas juste le mérite de Reporter d'espoir, mais il y a eu une réflexion qui est entamée dans les rédactions et au sein de Reporter d'espoir. Il y a l'appui de nombre de responsables de rédaction également. Ça fait réfléchir et il y a une vraie lassitude dans le public à le bombarder constamment de mauvaises nouvelles. Et les gens le disent. Donc le principe de réalité fait que petit à petit, et d'ailleurs on le voit en regardant la télé, en écoutant la radio, très souvent, c'est pas quotidien et c'est pas systématique, il y a un peu la bonne histoire du jour, un peu la lueur. Où est-ce qu'il y a un peu de lueur ? Dans tout ça, c'est très noir, tout ça, c'est très sombre, mais il y a un peu de lueur quelque part. Ce que j'ai observé, moi, donc, tout le temps où j'étais immergé dans une rédaction, maintenant je suis à l'extérieur, je travaille toujours pour deux rédactions d'un groupe, c'est que c'est un peu moins compliqué pour un journaliste de vendre, entre guillemets, on s'appelle comme ça, c'est pas un mot trivial, c'est-à-dire de faire accepter l'idée d'un reportage où il y aurait un peu d'optimisme parce qu'on va montrer que, par exemple, la chef d'entreprise agit de concert avec le personnel pour, organiser le congé, aider les enfants qui auraient, par exemple, problème de handicap, à faire en sorte que les emplois du temps soient un peu plus humains, j'allais dire. Et ça passe mieux. Mais le problème vient souvent des journalistes eux-mêmes, pour qui une belle histoire, ça doit être une histoire quand même un peu hard. Une histoire un peu où il y a de la noirceur quand même. Ça vient de nous. Ça vient de nous. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, où le fait de proposer un sujet où ça allait bien, on dit ouais, mais d'accord, on t'enfonce les portes ouvertes. Ben non, on n'enfonce pas les portes ouvertes. Parce que les gens qui regardent, on a besoin aussi de ça. On a besoin d'un peu de répit sur 20-22 minutes de JT. Si c'est que du bombardement, ça finit par lasser. Et d'ailleurs, je pense que depuis 2015, ça fait 10 ans, depuis qu'il y a eu les attentats contre Charlie, je me demande s'il n'y a pas dans l'esprit du public un phénomène de lassitude. Parce qu'auparavant, ma génération, par exemple, quand on allait faire des reportages sur des pays en guerre, il y avait un écho, un émoi, un intérêt, etc. Mais aujourd'hui, on a tellement été nous-mêmes bombardés d'images de violence, il en faut énormément pour que ça provoque un sursaut. Regardez les guerres qu'il y a en ce moment. Regardez. Et ça passe, voilà ça vient, c'est le robinet d'eau tiède de toute la journée, voilà. Mais on n'arrive même plus à sursauter et à poser la question ou à se dire que font nos gouvernements de tout ça ? Ils sont où ? Il n'y a pas quelqu'un qui, à un moment donné, va aller sur la place publique et ça passe. Mais je suis persuadée que, moi en tout cas, si j'étais aujourd'hui une rédaction, j'essaierais de faire des sujets qui fassent réfléchir, oui, mais qui montrent aussi qu'il y a un peu de lumière là-bas. Et montrer des initiatives de terrain. Montrer les initiatives des gens. Ça aide, ça donne du courage, ça donne de l'exemple, et ça donne une incarnation de la société qui n'est pas totalement fichue. Vous savez, ça me fait penser par rapport à l'image. Un jour, on a posé la question suivante à Marguerite Duras.
mais un jour on a posé la question suivante. Mais c'est bon. Ah bon, merci. Ouais. Ce que vous dites fait écho à une réflexion. On avait posé la question suivante à Marguerite Duras. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le futur? Et elle avait répondu, ce flot d'informations, ce too much, voilà. Oui. Ouais. Je la comprends, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Et puis on est addict un peu quand même, parce que nous tous, nous cherchons le dernier truc, la dernière info. Ça fait partie des réflexes du quotidien. Ça fait peur, pas seulement par la masse, mais par l'impossibilité de contrôler. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça va devenir de plus en plus complexe. Qu'est-ce qui fait qu'une image qui ressemble à une image, un personnage, un visage, une voix, comment détecter que c'est que du fake? Comment le détecter? Ça, c'est effrayant. Parce que le flot, la masse, si c'était vrai au moins, bah, ok. Mais c'est pas si simple. Comment débusquer le faux derrière quelque chose d'apparence anodine? Et comment aussi relier les morceaux d'un puzzle qui vous pousse, qui vous amène par un biais à croire plutôt à une version, une composition du paysage, plutôt que le paysage qui pourrait être sous vos yeux. Mais c'est un enjeu vital pour la démocratie. C'est un enjeu vital déjà pour nous, nos vies personnelles. Parce que si quelqu'un envoie à votre compagnon, à votre mari, à votre femme, des images de votre compagne ou compagnon de vie complètement fallacieuses, mais qu'est-ce que ça va devenir dur? Vous imaginez? Non mais imaginez qu'on vous voit en train d'embrasser éperdument monsieur là-bas. Vous irez dire chez vous, c'est pas vrai, c'est pas. Oh, c'est pas vrai. Tu étais où? Mais ça va arriver comme ça, si ça continue. Voilà, donc au niveau d'un État, ça pose un enjeu crucial, mais vraiment de vie ou de mort. Au niveau personnel, bonjour les dégâts aussi. Hein. Oui, il faut devenir la maîtresse du temps. Oui, absolument. Quelle heure est-il? Oh là là, qu'est-ce que j'ai traîné en route. À propos de Lueur, est-ce que vous pourriez nous donner votre plus beau souvenir de reportage? Alors, attendez, laissez-moi... La petite fille, oui, la petite fille, je pense souvent à la petite fille. Oui, bien sûr, non, non seulement elle est là, mais je me demande si ma fille ne l'a pas croisée d'ailleurs. Oui. Il y a peut-être cette histoire de la petite fille dans le camp de réfugiés à Poulot-Bidon. C'est une petite fille qui m'a tenu la main. Elle avait le même âge que la mienne. Et ça, c'était en 85. C'est l'année 84, c'est avant 85. 84, c'était la Libye. Là, on était en 85. C'est une histoire qui m'a beaucoup émue parce que c'était une petite qui était dans un camp de réfugiés amenée par ses tantes et ses oncles. Et elle a fait partie des femmes violées par-dessus. Non, mais vraiment, on tourne en rond, hein. Au moment des Boat People, c'est un peu de l'histoire ancienne pour des jeunes. Alors, il y a une jeune qui est là. Quand il y a eu la fin de la guerre entre Vietnam, Cambodge, sous parapluie américain, sous bombardement américain, il y a eu à ce moment-là l'arrivée de régimes étiquetés communistes, disons. Et il était parfois, c'était même des régimes exterminateurs comme au Cambodge où il y a eu un génocide. Qu'ont fait les gens qui ont pu partir à temps, à vendre leurs derniers bijoux, faire ce qu'il fallait, c'est louer une place sur ces petits bateaux qu'on appelle des sampans, des petits bateaux très fragiles, prendre la mer de Chine et se risquer. Et ils étaient des milliers comme ça, soit parce qu'ils étaient corrompus eux-mêmes avec le régime précédent, donc ils avaient toutes les raisons du monde de croire qu'ils allaient terminer dans une sorte de goulag, et ça existait, ou soit parce que des gens qui refusaient l'idéologie qui allait être en cours. Bref, à ce moment-là, il y a énormément de familles qui sont parties, et le fait a été attesté par un rapport du HCR, du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Il y a eu, en effet, ça a été documenté, énormément
de viol en mer de Chine commis par des pirates. C'est une mer qui est, j'allais dire, infestée de pirates, sauf que ce sont des humains, c'est difficile d'y infester, mais en tout cas très peuplée de pirates. Et ils violaient les femmes et ils les jetaient par-dessus bord. C'est terrible, ça. Et cette petite fille, Lynn, moi j'ai appris son histoire après, quand on l'a confiée, elle était dans un camp de réfugiés installé très au large de la Malaisie, s'appelait l'île de Pulau Bidong, qui est un tout petit napperon de terre comme ça sur la mer de Chine. Et elle m'a tenu la main dès que je suis arrivé. Et mon équipe était essentiellement une équipe, c'était que des hommes d'ailleurs, et c'était le HCR qui nous avait invités à aller à cet endroit. L'idée, c'était que les reportages allaient susciter un peu de pitié, de compassion pour ramasser des fonds. Voilà. Donc il y avait des journalistes américains, anglais, français, suisses, allemands. Enfin, il y avait une équipe par pays. Moi, je représentais l'équipe française en télé. Et à la fin de la journée, l'hélicoptère est revenu nous chercher et il fallait repartir. Et je l'ai perdu dans la foule. Donc, mais j'ai pensé à une idée, j'étais jeune, hein, j'avais 32 ans, je pensais à... Et si je l'amenais en France pour grandir avec Élodie Et j'ai eu cette idée-là, et je ne l'ai jamais oubliée, et je me suis toujours dit, est-ce qu'après elle a eu un visa, est-ce qu'elle est allée aux États-Unis, ma fille vit aux États-Unis, ma fille a le même âge, est-ce qu'on peut broder après? Mais c'était une histoire qui m'a beaucoup émue, c'est pas le mot que j'aimerais dire là. Mais elle m'avait donné un peu d'espoir, cette petite, que même avec sa maman, à qui la fin a été si tragique, qu'elle allait pouvoir s'envoler vers la liberté. J'ai regardé le côté lumineux pour essayer d'oublier le panorama tel qu'il était sous les yeux, parce que parfois la vie est telle qu'on n'a pas envie de regarder ce qui est sous les yeux. Alors on s'effondre, hein. On s'est effondré une fois avec mon équipe. J'étais avec Robin Teboul et avec Michel Ress. Je ne vais pas être trop long, mais on s'est littéralement effondré. Vous savez où c'était? C'était à Birkenau. Et on avait amené René Eskenazi, qui avait 16 ans en 1945 et qui avait été déporté avec toute sa famille à Auschwitz. Et France 3, pour une fois, avait accepté de casser sa tirelire et de payer le voyage. C'était Henri Sagnier qui était là. Vous vous souvenez d'Henri Sagnier? Et Henri était le rédacteur en chef, il a dit ok, j'accepte. Donc on a payé. Et donc elle nous a raconté son histoire et c'était tellement horrible. Et on était là où il y avait les restes des fours crématoires. Le matériel nous est vraiment tombé des mains, le micro. On s'est mis tous à pleurer, sauf elle. Elle pleurait pas. Et vous voyez, donc si on s'effondre comme ça apporte rien. Mais on ne pouvait pas faire autrement que de s'effondrer. Hein. On s'est laissé effondrer d'ailleurs. Donc regardez le côté un peu lumineux. Oui, le journaliste d'espoir, reporter d'espoir. Oui. Bien sûr, mais je crois profondément au journalisme. Hein. Je crois profondément parce que même malgré tous nos défauts, et je ne me pose pas là en défenseuse d'un précaré, on est bourré de défauts, mais s'il n'y a plus ça, alors il n'y aura même plus un mât auquel s'accrocher en disant, au moins eux, ils ont dû vérifier, au moins, on espère qu'ils ont vérifié. Voilà. Et en local, ils ont intérêt à vérifier, parce que sinon ils feront faillite. Les gens vont plus croire. Puis je crois qu'on a le droit d'être vulnérable, tout simplement, peut-être. Voilà. On va prendre une dernière question. Alors, c'est peut-être une question un peu sur journalisme et démocratie, c'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure qu'on est face à un flot d'informations, et donc on a peut-être besoin de fiabiliser les choses, et donc par rapport à ça, on a la chance d'être en démocratie. Ici, on n'est pas en Russie, et on a la chance de pouvoir avoir une pluralité de sources d'informations. Et par rapport à ça, moi j'avais une question sur la protection à l'avenir des sources, des journalistes, et qui pour moi fait partie de ce qui garantit justement la liberté d'expression des journalistes. Est-ce que c'est pas pour vous un enjeu d'avenir face aux périodes qu'on va forcément traverser dans les années qui viennent, avec beaucoup de complexité liée au changement climatique et tout ce que ça va engendrer, peut-être aussi avec des productions de lois d'exception au nom desquelles finalement certains gouvernements, certains pouvoirs pourraient mettre à mal justement la liberté des journalistes, dont on a précisément pourtant besoin pour avancer collectivement. Qu'est-ce que vous en pensez de cet enjeu de la protection des sources des journalistes? Merci. On a vu combien ce sujet était un sujet inflammable et la tentation en effet des gouvernements, ça, notamment dans le cas d'un changement de
d'orientation politique qui peut arriver. Allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Imaginez que le RN gagne la présidentielle de 2027. Bon, il ne faut pas se cacher. C'est ça le sujet, d'accord ? Bon. Bien sûr que chacun a le droit de voter, chacun d'entre nous. Et il y a probablement des gens qui ont voté RN ici. Moi, je ne jette pas la pierre. Après, il faut savoir quel type de société on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme société ? Est-ce qu'on voudrait, par exemple, que toutes les protections qui sont instaurées dans la loi, notamment la loi de 1881, mais postérieurement également, est-ce que ça doit sauter ? Est-ce qu'un politique, une politique, qui aurait été très mécontent du traitement médiatique concernant, par exemple, un sujet d'emploi dit fictif, un truc comme ça, hein, ça peut, voilà, j'ai beaucoup d'imagination. Est-ce que cette politique ne serait pas tentée, ne serait-ce que pour punir cette maudite profession de journaliste, d'enlever toute possibilité pour eux de se retrancher derrière le droit au silence. J'ai le droit de me taire, de ne pas livrer ma source. Mais là, c'est le b.a.-ba de l'information. Comment peut-on travailler si on n'a pas le devoir impératif de protéger sa source ? Le devoir moral, oui, mais il faut que ce soit un devoir juridique assorti de garanties juridiques. Parce que si on revient comme en 40, il n'y a plus de garantie du tout, ben tout le système va lâcher. Mais là, moi, je crois profondément que c'est un sujet essentiel. Mais à un moment donné, peut-être qu'on va faire attention en faisant une chose élémentaire, c'est d'aller voter. C'est d'aller voter. Si on est conscient de ces dangers-là, ben, il y a de la place pour contrer un projet par un autre projet. On ne veut pas de ce projet-là. Moi, je ne veux pas d'un projet où la démocratie est mise en péril, sous les meilleurs dehors et les meilleurs artifices et les meilleurs maquillages possibles. Mais chacun a un seul bulletin de vote, qu'il le défende. C'est ça l'enjeu. Quand est-ce qu'on va dire aux gens, à la jeune génération en particulier, allez vous inscrire sur les listes électorales ? C'est dans pas longtemps. C'est dans moins de 2 ans et demi. Surtout que ça, c'est dans l'hypothèse favorable où on a le temps de se préparer. Dans l'hypothèse pas totalement favorable et pas totalement invraisemblable, il est temps peut-être de se regrouper, de mobiliser le terrain. C'est vrai. Ça, c'est un sujet majeur. La garantie des sources, c'est le coffre-fort. Bon, là, je vous propose vraiment de prendre une dernière question parce que, si vous voulez, il y a énormément de choses dont a parlé Madame Interman, qu'on retrouve notamment dans son ouvrage « Une journaliste ne devrait pas dire ça », que je vous conseille personnellement pour l'avoir lu. Voilà. Mais voilà, il y a une dernière question et puis après, vous pourrez rencontrer Madame Interman plus en détail. Oui, donc c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. On prend une dernière question. Personne dans cette salle n'aurait voté Trump, certainement. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de pire à Gaza que ce qui se passe aujourd'hui, quand il aura en janvier? Qu'est-ce qu'il peut faire de pire? Le problème de Gaza, merci. Vraiment, ça a changé, donc je ne pourrais plus trouver mes marques. Mais avant le 7 octobre de l'année dernière, en passant par Erez, je pense que et moi, et tous les journalistes qui sont allés sur place, qui ont vraiment séjourné longuement, auraient pu y aller les yeux fermés parce que c'était très simple. Il fallait passer d'abord la sécurité israélienne, longer un long couloir, un no man's land de 800-900 mètres, et puis être déjà dans le chaos. C'était déjà le chaos. C'était déjà l'enfer. Ça a été déjà. Et quand je regarde les destructions, et vous savez ce que je fais? Moi, je regarde les chaînes françaises aussi. Mais je ne regarde pas que les chaînes françaises. Je regarde aussi la BBC World. Il y a d'autres images. Il y a une chaîne publique turque qui n'est pas exempte de défauts. Et je la suspecte de certaines choses. Mais au moins, il y a d'autres sources d'images. Donc, je croise les images. Et ce qu'on voit, c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer pour ce territoire-là. La difficulté, c'est qu'il faudra trouver un plan de sortie. Qu'est-ce qu'on fait après? Là, mais la tragédie des civils est totale. Ça, là... mais d'ailleurs, vous avez vu qu'en Israël même, il y a quand même des manifestations
très quotidienne. Il ne faut surtout pas entrer dans cette horreur de condamner tout le peuple juif, allez, tous, à cause de vous. À cause de vous, gars. Surtout, il ne faut pas mettre le doigt là-dedans, hein, parce que là, on est mort. Hein, alors, ça voudrait dire que l'histoire n'a servi à rien, alors. Hein, voilà. Donc, on ne se laisse pas orienter comme ça, parce que j'ai été souvent dans des familles en Israël, et je sais combien les choses ne sont pas monolithiques, hein, combien la vie est dure aussi. D'abord, il ne faut pas croire que les gens sont tous riches, ce qui est faux, archi faux, et d'avoir vécu sans cesse des guerres en 48, en 67, 73, 82, plus toutes les guerres, la guerre de 2006 avec le Liban, cette guerre-là, toutes les guerres qu'il y a eu, c'est pas terrible pour les gens. C'est pas bien, ils sont pas heureux non plus. On va me dire que c'est rien par rapport à ce que vivent les autres. Mais si, parce que c'est une vie impossible. Et l'idée d'une recherche de solution, il faudra bien qu'elle existe un jour. Il faudra bien qu'on en sorte. Il faudra bien trouver une solution. Mais où sont les... Isaac Rabin, malheureusement, il est mort. Il a été assassiné. Pérez, il n'est plus là. C'était des hommes de trempe. C'était des hommes... Ces hommes qui avaient un idéal aussi. Les Israéliens se posent des questions. Il faut pas... C'est pas... Je remarque que dans ce pays, chaque fois que quelqu'un veut la paix, on les assassine. C'est simple.